Grosso modo, vous allez nous parler de la doctrine Monroe. Je ne suis pas sûr que tous nos téléspectateurs ou auditeurs soient au courant de cela. Je vous laisse un peu évoquer En fait, ce qu'on entend. Oui, la doctrine Monroe, c'était le président Monroe américain, qui était le président des États-Unis en 1823, et il disait en gros que l'hémisphère occidental, donc qui allait de la Terre du Feu jusqu'au Canada, en passant par le Groenland, toute cette partie du monde, c'était la chasse gardée des États-Unis. Et donc en 1823, Monroe disait aux Européens, je vous préviens, tout ce qui se passe autour de chez moi dans cette zone-là, c'est ma chasse gardée, et donc je ne veux pas d'ingérence. Et aujourd'hui, donc, Donald Trump, ce qu'il fait, et c'est au cœur de sa revue stratégique sur la sécurité des États-Unis, il reprend la doctrine Monroe, mais il en fait une version beaucoup plus hardcore. Et donc, il la rebaptise la doctrine Donroe. Et ce qu'il fait, c'est qu'il dit, Donald Trump, que cette même zone, l'hémisphère occidental, c'est une zone déjà qui est à lui, où les autres ne peuvent pas venir, que ce sont les intérêts américains, mais il va un cran plus loin, il se permet d'intervenir jusqu'à aller capturer, exfiltrer, emprisonner sur le sol américain un président, le président du Venezuela. Donc on est vraiment sur une version très hardcore de Monroe. Et en fait, le diagnostic de Donald Trump, c'est de dire que les États-Unis se sont trop éloignés de leur backyard, notamment de l'Amérique latine, pour se focaliser sur une lutte contre le terrorisme trop loin de chez eux. Et pendant tout ce temps-là, ça a permis à énormément de pays d'Amérique latine d'entamer une vague de nationalisation qui allait contre les intérêts économiques des États-Unis. C'est donc ça la doctrine Monroe, c'est ce qui est lointain est aux autres, ce qui est autour de moi est à moi. Et ça donc, permet d'expliquer en termes de grille de lecture, un peu des intérêts à l'égard de l'Ukraine. On comprend tout ce qui se passe. Ouais. On comprend le monde selon... Une fois qu'on a compris ça, on comprend le monde selon Trump. Et c'est pour ça que 2026, c'est vraiment une année où on bascule tout de suite de manière spectaculaire avec une accélération de la géopolitique que personne n'avait vu venir. Et on rentre dans une ambiance Monroe, dans une ère qui est une ère hémisphérique, et une ère totalement prédatrice. Dans cette ère, donc, Donald Trump n'hésite plus à capturer Maduro. Quand Donald Trump, il dit aussi, ça, il faut l'écouter, hein, parce qu'en fait, ce que dit Trump... Oui. C'est l'un des rares politiques qui fait ce qu'il dit. Qui fait ce qu'il dit, exactement. Il dit que le canal du Panama est vital pour les États-Unis. Il dit aussi que le Groenland l'est tout autant pour se protéger des menaces russes et chinoises qui sont juste en face dans l'Arctique. Quand Donald Trump arraisonne cette semaine 2 cargos dont l'un battant pavillon russe dans les eaux internationales, il y a un double message. Déjà, il dit que tout ce qui est lié au pétrole vénézuélien, c'est la chasse gardée des États-Unis. Sans même accord de Caracas, hein, parce que là, il n'y a que des discussions. Sans même accord de Caracas. Et ce qu'il dit aussi, c'est qu'il arraisonne un de ces 2 cargos au large de l'Islande. On n'est pas loin du Groenland, donc dans l'hémisphère occidental de Donald Trump. Donc en fait, on a basculé dans un monde où Donald Trump devient clairement le shérif d'une partie du monde. Ouais. Et ce n'est pas que des mots, il l'applique en pratique. Et finalement, on rentre aussi dans un monde où on était habitué à son slogan America First. Là, on est clairement dans le hémisphère First. Et derrière cela, vous l'avez mentionné un peu avec le pétrole, il y a de la volonté d'acquérir des actifs qui sont stratégiques. Alors bien sûr, le pétrole, je pense qu'on a parlé beaucoup dans Tout pour investir. Bien sûr, le pétrole aujourd'hui vénézuélien dans le sous-sol n'est pas accessible. Mais en revanche, il y a le pétrole flottant que vous avez mentionné, qui est intéressant déjà aussi. Oui, il y a le pétrole flottant, mais pour comprendre aussi l'histoire des intérêts économiques dans cet hémisphère occidental que s'arroge aujourd'hui Donald Trump, je vous ai ressorti un sonore cette semaine de Donald Trump qui était très clair sur ses ambitions envers le pétrole vénézuélien. Écoutez-le. Nous allons avoir de très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus importantes au monde. Nous allons dépenser des milliards de dollars pour réparer les infrastructures pétrolières gravement endommagées et nous allons générer des profits pour le pays. Bon, ça, on a compris que si Donald Trump met la main sur le pétrole vénézuélien, et même au-delà du Venezuela, sur tout le pétrole qu'il peut y avoir dans cette zone de l'hémisphère occidental, c'est une manière pour lui
de s'affranchir de tout ou partie de l'OPEP, d'avoir un contrôle lui-même sur le prix du pétrole, de pouvoir tenir un baril qui serait peut-être autour de $50. Oui, c'est son obsession. C'est son obsession, exactement. Il l'a répété encore récemment. Et donc c'est très politique, voire même sociétal, parce que derrière, c'est aussi respecter sa promesse politique de campagne, de faire baisser le coût de la vie des Américains. Ouais. C'est aussi ça. Et on sait qu'ils sont très sensibles au prix à la pompe, les Américains, quand ils consomment. C'est ça, c'est ça. Et donc c'est aussi ça qu'il y a derrière ce nouvel empire qui est en train de se dessiner, hémisphérique, qui est en train de se dessiner sous nos yeux. C'est aussi répondre à une promesse politique de campagne de faire baisser le coût de la vie des Américains. Et donc en mettant la main sur le pétrole de sa chasse gardée de l'Amérique latine, mais aussi en commençant à placer ses pions sur toute une partie de l'Arctique où, et ça on en parle régulièrement, mais où quelque part à la faveur de la fonte des glaces, on a quand même pas mal d'actifs, de ressources stratégiques comme le pétrole, les terres rares, mais aussi l'uranium du Groenland, qui commencent à devenir des actifs potentiellement rentables si on était amené à les exploiter. Oui, il faut rappeler... Ce qui était impossible quand il y avait des épaisseurs de glace qui rendaient le coût d'exploitation... On envisage même que le pétrole offshore groenlandais, donc effectivement, pourrait être intéressant. Vous avez l'uranium, je crois, juste au sud du Groenland, vous avez les 6e réserves mondiales d'uranium. Et l'uranium, on en a besoin pour de l'énergie à bas coût ou l'IA, donc automatiquement, ça fait lien. Et avec cette doctrine Donroe, je ne vais jamais m'habituer au Donroe, mais... ça signifie finalement que du côté chinois, ils font un peu ce qu'ils veulent, notamment sur la question de Taïwan. Comment on gère ces aspects-là? Chacun son hémisphère, sa zone d'influence? Oui, alors déjà, enfin, avant d'aller à Taïwan, il faut regarder peut-être déjà aussi l'impact des intérêts économiques chinois justement en Amérique latine. Oui, ils sont très présents. Partout, mais ils sont très présents. Et là encore, quand je disais, ce n'est pas que des mots, que Donald Trump, d'un coup, devient le shérif de toute une partie du monde, il faut regarder que le Venezuela et l'Amérique latine dans son ensemble ont tissé des liens extrêmement forts avec la Chine. En gros, tous ceux en dessous des États-Unis sur la carte, tous ces pays qui ont construit un récit politique contre l'impérialisme américain, ils se sont tous jetés dans les bras des Chinois et des Russes. Et écoutez, d'ailleurs, je vous ai ressorti aussi un autre sonore. Là, on remonte un petit peu plus loin, en septembre 2008. Hugo Chavez au Venezuela, la bête noire des États-Unis, qui s'apprêtait à rencontrer à Pékin l'ancien président Hu Jintao. Et Hugo Chavez qui promettait à l'époque des volumes de pétrole qu'il n'avait jamais promis à personne. L'an prochain, notre approvisionnement quotidien en pétrole vers la Chine sera de 500 000 barils et dans 3 à 4 ans, nous fournirons 1 million de barils de brut par jour à la Chine. Nous n'avons jamais fait une telle promesse à aucun autre pays. Ouais, un virage complet. Oui, mais c'est intéressant parce que derrière, voilà, là, ça date de 2008, mais ça vous montre aussi que derrière, aujourd'hui, la Chine, c'est le premier créancier du Venezuela et c'est un des premiers créanciers de toute l'Amérique latine. Et en fait, ce que nous dit Trump aujourd'hui, c'est que tout ce maillage stratégique économique qu'a tissé Pékin depuis 25 ans en Amérique latine, quelque part, c'est un actif économique qui se retrouve presque sous tutelle américaine. Oui, puisque quand on entend Donald Trump qui dit « tout ce qui se décide au Venezuela, ça passe par moi », eh ben, il parle aussi des 100 milliards de prêts chinois au Venezuela. Complètement. Et on a l'impression que la Chine, bon, elle n'a pas aussi une marge de manœuvre énorme à l'instant T, mais elle semble accepter cette situation. Je crois que dans la foulée de l'arrestation de Maduro, la Chine avait demandé à ses banques, qui sont très exposées justement via ces prêts, de voir quels vont être les plans de contingentement pour limiter le risque. Mais finalement, dans cette situation, ça montre aussi que Trump, même s'il n'y a pas uniquement Trump, les Américains sont assez habitués à cela, il y a un affranchissement complet des règles internationales. On fait ce qu'on veut dans notre précaré. Exactement. En fait, on est dans une situation où le rapport de force l'emporte sur le rapport de droit. Et ça, c'est totalement spectaculaire. Et il faut pas qu'on s'étonne non plus. Écoutez Trump depuis sa campagne présidentielle. C'est quelqu'un qui s'est construit sur, d'ailleurs, ce qui est le titre d'un de ses livres qu'il avait écrit il y a une trentaine d'années, sur l'art du deal. C'est quelqu'un qui fonctionne en one-to-one.
Et en fait, il se contrefiche des institutions. Et regardez ce qui s'est passé en fait quand il est allé capturer Maduro, qui est quand même une opération absolument historique, au grand mépris de toutes les règles internationales. Les seules personnes qu'il avait prévenues, c'était pas le Congrès, c'était les majors pétrolières. Et ça, c'est un signal qui veut dire tout. Donc, en fait, on rentre dans une époque aussi où ce rapport de force l'emporte sur le rapport de droit. Et ça va si loin qu'on peut même se poser des questions assez vertigineuses, à savoir, est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on fait avant de revoir les bases du droit international? Est-ce qu'il faut que nous aussi, en étant pragmatiques, on s'assoie et on s'affranchisse des règles internationales en attendant d'y voir un peu plus clair? Est-ce qu'il faut imaginer peut-être un nouveau droit hémisphérique où en fait vous avez 2 ou 3 grands pôles qui émergent dans le monde, avec une partie de l'Asie à Xi Jinping, une partie du monde occidental à Trump, et en fait la loi s'appliquerait uniquement dans chacun des hémisphères où vous vous retrouvez. Si on pousse le raisonnement en termes de gouvernance même plus loin, est-ce que finalement on imagine que chaque année vous avez l'Assemblée générale de l'ONU, qui est quand même le temple du multilatéralisme et aussi du droit international? Est-ce que finalement, il n'y a plus d'ONU et on bascule dans un monde où chaque année, vous auriez une conférence hémisphérique qui remplacerait l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendrait à Mar-a-Lago. Ça fait de beaux sujets de réflexion, en tout cas. Qui se tiendrait à Mar-a-Lago avec Donald Trump, Xi Jinping et Poutine, et quelques pays invités, comme le Qatar ou la Turquie. Voilà, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, et c'est pas forcément de la science-fiction, c'est une accélération de la géopolitique là, qui se dessine sous nos yeux et qui va nous tenir en haleine toute l'année 2026. Merci beaucoup, Mathieu Jolivet.